il est assez connu, c'est l'une des pionnières dans la recherche dans la pathologie du sommeil. Et en particulier, il a fait pas mal de publications dans ce sens. Donc, nous avons l'honneur de l'accueillir aujourd'hui et de nous présenter une présentation sur les troubles du sommeil chez l'adolescent. Oui. Merci encore une fois pour votre invitation. Merci CLHT, merci. Ce sont les deux congrès, celui de la Société mentale de Ouarel et celui de l'AMSRA. Et hier, on a eu en atelier un Ouarel qui est venu de pédiatrie, qui est venu de Paris, qui est chef de service à l'hôpital et qui nous a parlé de l'amygdalectomie partielle, c'est-à-dire l'utilité de l'amygdale à l'enfant. Bien. Donc nous, on ne savait pas très bien ce que c'était que cette nouvelle technique, on n'en a jamais entendu parler. Au contraire, quand il nous arrivait au shoulder d'enlever une partie d'amygdale et de laisser l'autre, on avait tout le temps des problèmes parce qu'il y avait des risques de saignement, il y avait également des risques de surinfection sur le moignon qu'on a laissé, et des fois même, comme vous le savez, c'est du tissu lymphoïde, donc il peut repousser à nouveau et reprendre une place assez importante. Donc, les ORL marocains étaient un petit peu étonnés, mais c'était un atelier, donc la discussion était ouverte et tout. Et nous avons posé la question suivante, est-ce qu'un tel geste, est-ce qu'une telle intervention est actuellement autorisée en France? Est-ce qu'elle est bien codifiée ou est-ce que c'est juste quelque chose comme ça qu'on a eu envie de faire pour relancer? Parce que vous savez, ça reste là, on cherche des nouveautés et on se dit, tiens, on va faire ça. On va la perdurer pendant 2-3 ans. Le temps d'en parler dans ces différents congrès, puis après on va dire, bon, au fait, vous savez, et ça on le sait bien, les orateurs, ils ont tout le temps avec la capacité de chercher quelque chose pour nourrir la discussion et les... Donc, alors, je termine, après on aura alors, ce qui fait que le soir, on était en train de dîner avec Dr Abtaï, professeur Abtaï, qui est pédiatre, vous le savez, qui était là donc, ce matin avec vous. Et à un moment donné, il m'a dit, bon, mais tout de même, je posais la question et on m'a dit que c'était pas autorisé. Il m'a dit, là, on était à Paris, c'était sur un congrès de 200 personnes et ce n'est pas quelque chose comme ça qui a pu se dire dans l'air. C'est quelque chose qui a dû être étudié avec des preuves et tout. Après cela, donc la discussion s'était arrêtée là et ça m'a titillé toute la soirée. Ce matin même, on était encore avec un Ouarel qui fait beaucoup de pédiatrie et qui fait le sommeil en même temps. Et j'ai posé la question encore à nouveau, est-ce que l'amygdalectomie partielle se fait ou ne se fait pas? Est-ce qu'elle a une indication dans le syndrome d'apnée du sommeil ou pas? Alors, il me dit non, ne me parlez pas de ça, c'est n'importe quoi, etc., etc. Bon, j'ai dit, écoutez, il faut se mettre d'accord parce que à Paris, dans un congrès de pédiatrie, il y a un ORL de pédiatrie qui a parlé de cette nouvelle technique. Maintenant, vous nous dites à nous les ORL que c'est une technique qui ne se fait pas. Donc la discussion, elle est restée comme ça. Alors, il se trouvait que je devais parler du syndrome d'apnée obstructive du sommeil de l'enfant. Et comme je ne suis pas encore arrivée à trancher cette décision, je préfère parler d'autre chose qui est tout aussi intéressant, qui est l'insomnie chez l'adolescent, avec une documentation et une bibliographie 2014-2015, vous allez voir. On va essayer de le faire assez rapidement ensemble. J'ai déjà présenté donc, cette présentation. C'est une présentation qui intéresse tout le monde en tant que médecin, en tant que père de famille. Donc autour de soi, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors là, par rapport à cette conférence, on a plusieurs objectifs. Parmi les objectifs, ce qu'on voudrait, c'est comprendre la particularité du sommeil de l'adolescent, parce que vous allez voir qu'il a vraiment une particularité, de rappeler quel est le comportement et de cet adolescent et son impact sur le sommeil, d'évoquer toutes les répercussions qui peuvent se avoir par rapport à l'insomnie sur les activités de cet adolescent, aussi bien les activités scolaires que le retentissement physique, que son retentissement mental. Le deuxième objectif de la conférence, et ne vous inquiétez pas, on ira assez rapidement, on va étudier les différents sous-types d'insomnie de l'adolescent,
ces sous-types sont nouvellement classés par l'ICSD en 2014, donc de l'American Academy. Puis le troisième objectif, c'est d'évoquer les autres pathologies du sommeil qui peuvent accompagner l'insomnie, mais qui ne sont pas des insomnies, qui sont des diagnostics différentiels, et on terminera par les recommandations. Donc, qu'est-ce qui se passe chez l'adolescent et par rapport au sommeil de l'adolescent? Je n'ai pas compris, c'est quoi la relation, la maison entre l'amygdale dont on parlait? Ah non, non. Je reprends. Je devais traiter le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, et dans le cadre du syndrome d'apnée obstructive du sommeil de l'enfant, je devais parler obligatoirement de l'amygdalectomie. Il se trouve que ce week-end, on a eu un débat, mais vraiment très animé, concernant l'amygdalectomie partielle. Alors, comme je ne suis pas encore, par rapport à moi, arrivée à trancher, et que je ne peux pas vous dire quelque chose dont je ne suis pas convaincue, et que je n'ai pas encore d'informations réelles, je me suis dit, quitte à changer de sujet, parler de l'insomnie de l'adolescent, qui est tout aussi intéressant et tout aussi important, et où la documentation, elle est, elle, 2014-2015, et donc je n'ai aucun doute sur ce que je vais vous dire, et je vais avancer, d'accord? Mais sinon, l'adolescent et l'insomnie, il n'y a absolument aucun lien, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le sommeil et l'adolescent? Les besoins de l'adolescent en sommeil sont beaucoup plus importants parce que c'est une période de croissance. Il faut savoir que la sécrétion de l'hormone de croissance, elle se fait pendant la nuit, pendant le sommeil. Donc, il va en avoir besoin. Il va avoir besoin de cette sécrétion. Il va avoir besoin d'un taux d'hormone de croissance assez élevé. Et par conséquent, la durée de sommeil dont lui va avoir besoin est une durée beaucoup plus importante que chez l'adulte ou même chez le grand enfant. C'est une période où il doit dormir encore plus. Est-ce que c'est le cas? C'est pas forcément le cas. Et quand on te dit que pour assurer la sécrétion, l'adolescent a besoin de 9 heures de sommeil, est-ce que vous connaissez que des adolescents qui dorment 9 heures? Non. On n'en connaît pas beaucoup. Et pourtant, oui. Alors là, on voit que l'hormone de croissance, elle est sécrétée pendant le sommeil. Et donc, il a vraiment besoin de ces 9 heures. Il y a autre chose. Paradoxalement, il a besoin de dormir beaucoup pour sécréter ses hormones de croissance. Mais paradoxalement, la sécrétion de mélatonine, qui est une hormone, qui est l'hormone du sommeil, eh bien, elle est retardée. Au lieu d'être sécrétée un peu tôt, comme chez l'adulte ou chez le grand enfant, elle est chez l'adolescent retardée. C'est comme ça. Cette mélatonine-là, eh ben, elle commande le sommeil. Chez l'adolescent, elle est retardée, ce qui veut dire que chez l'adolescent, il va avoir un retard de phase de sommeil qui devrait, en principe, pour avoir ses 9 heures, rattraper le lendemain matin et se réveiller normalement un peu plus tard que les autres. Alors, cette expérience a été réalisée dans un lycée aux États-Unis et ils se sont dit, attends, si on mettait par exemple ce lycée témoin, on va lui demander à ce que les adolescents, au lieu de rentrer à 8 heures comme tout le monde, on va leur permettre de rentrer à 9h30 pour leur donner la possibilité de dormir plus et on va étudier les résultats scolaires pour voir est-ce que, effectivement, l'heure qu'on leur ajoute ou l'heure et demie qu'on leur ajoute, est-ce qu'elle a un retentissement sur leur scolarité? Et bien, les résultats étaient très probants et effectivement, ils se sont rendus compte que les enfants se réveillaient beaucoup plus tard et avaient de meilleurs résultats parce qu'ils dormaient suffisamment et dormaient le temps qui suffisait. Malheureusement, cette expérience n'a pas été continuée. Alors là, il y a également une particularité chez l'adolescent, ce sont des variations psychologiques qui se produisent à cet âge-là. Alors vous le savez, l'adolescent, psychologiquement, il est en train de chercher une identité. Alors il se met tout le temps en conduite d'opposition par rapport à ses parents. Et cette conduite d'opposition lui donne un état d'anxiété. Pourquoi? Parce que lui, normalement, il est intégré dans un groupe dont il connaît les valeurs. Il sort de ce groupe. Il va s'intégrer dans un autre groupe. Rien par conduite d'opposition, mais un groupe qu'il ne connaît pas. Et ce manque de connaissance et ce manque d'adhésion à l'autre groupe fait qu'il vit dans un état d'anxiété. Et cette anxiété-là te dit, tout
m'appartient. Ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, c'est ma chambre, ne rentre pas. C'est mon temps, je dors pas, j'en fais ce que je veux. Et le moi s'hypertrophie de façon très importante. Et le temps du sommeil en pâtit énormément. Et il y a cette notion qui est absolument incroyable qu'on nous a inculquée à tous, que le sommeil est une perte de temps. C'est-à-dire que le temps est l'argent. Et qui dit temps et l'argent veut dire que quand on dort, on ne gagne pas d'argent, on n'est pas actif, donc c'est une perte de temps. Ce n'est pas du tout le cas, malheureusement. Toutes ces choses-là font que... parmi les choses également qui vont faire que ce sommeil est perturbé, c'est que l'enfant a des contraintes, l'adolescent a beaucoup de contraintes scolaires, des contraintes de cours surchargés, de cours supplémentaires et des contraintes sociales. Il a besoin d'être performant à tous les niveaux. Alors, que ce soit de point de performance, qui font qu'il est obligé d'être constamment à jour. Et ce constamment à jour lui laisse très peu de temps pour dormir. En plus, quand les copains lui disent on va aller prendre un café, on va sortir le soir, etc., et on va aller faire une séance de salle de jeu, il est obligé de répondre oui pour se mettre dans le bain social, et là aussi, ça lui prend du temps. Mais ce qui, au fait que le temps du sommeil est extrêmement diminué, c'est le fait d'adhérer à des multiples réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, WhatsApp, etc., les SMS et tout. Et vous le savez, beaucoup d'adolescents dorment avec leur téléphone sous l'oreiller. Quand ils entendent le bruit d'un WhatsApp, ils se réveillent, ils rendent la réponse et ainsi de suite. Et ça peut perturber toute la nuit de sommeil. Je suppose que les parents ont déjà vécu ça et ils savent ce que c'est. Bon. On avait fait une étude à Casablanca. C'est une étude qui a été réalisée en 2011. Une étude réalisée sur 266 jeunes de 12 à 20 ans pour comprendre est-ce qu'il existait effectivement des plaintes concernant les troubles du sommeil ou l'insomnie. Et bien 53% des jeunes estimaient avoir un problème de symptômes en rapport avec l'insomnie. Et soit des difficultés à se réveiller, soit l'envie de dormir pendant la journée, soit carrément des difficultés d'endormissement ou des réveils au milieu de la nuit. Alors là... Et quand on a cherché l'espace de vie dans cette étude, on s'est rendu compte que 70% des jeunes sont équipés de au moins 2 appareils électroniques. Vous voyez les jeunes, c'est un petit peu leur chambre. Vous allez retrouver la télévision, l'ordinateur, pas aussi bien rangée. La chambre, celle-là, elle est bien rangée. Elle ne sera pas aussi bien rangée. Mais vous allez trouver autant d'appareils électroniques qui vont vraiment perturber leur sommeil. Seuls 6% dans notre étude à Casablanca, seuls 6% n'avaient aucun équipement dans la chambre. Ce qui est quand même assez grave. Le téléphone portable fait partie. Le téléphone portable, l'ordinateur, la télévision font partie des appareils électroniques que l'enfant garde chez lui dans sa chambre. Et quand on a posé aux enfants la question « Qu'est-ce que vous faites avant de dormir ?» Eh bien la majorité disent « Je regarde la télévision, j'utilise mon ordinateur. » Quelques-uns font leur devoir, heureusement encore. Alors bien sûr, ça a des répercussions scolaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une dette chronique de sommeil qui s'installe chez ces adolescents. Et quand on a étudié la quantité exacte, eh ben, on s'est rendu compte que les 9 heures n'existent pas. Pendant la semaine, les filles elles vont dormir 7h57 minutes contre 8h12 minutes par rapport aux garçons. Elles dorment tout le temps moins, même dans les études qui sont faites à l'extérieur, les filles dorment moins que les garçons. Et pendant le week-end, elles vont essayer, tous les deux vont essayer de rattraper, ils vont dormir un peu plus, 9h22, 9h48, mais ça ne rattrape pas toutes les heures de dette de sommeil pendant toute la journée. Le week-end, ils dorment un peu plus, mais ils ne vont pas rattraper. Au total, on va se retrouver avec une perte de 1h30 de sommeil entre les 12 et 22 ans, en tous les cas chez nous à Casablanca, et ce chiffre se rapproche un petit peu des chiffres de la littérature. C'est bien sûr avec des répercussions scolaires. Il y a une somnolence diurne excessive. Vous les avez vus, moi, ces enfants qui, de 8h à 10h, sont en train de somnoler. Malheureusement, vous le savez, tous les cours importants de mathématiques, de physique, etc., on les impose entre 8h et 10h parce qu'on estime que c'est l'heure à laquelle les enfants et les adolescents sont vraiment frais et disponibles. Or, ce n'est absolument pas le cas. Et on n'aura pas le temps. Eh ben, ça veut dire qu'il y a un problème de somnolence pathologique. 33% dans notre étude étaient somnolents et on l'a comparé à une étude à Hong Kong où c'était 41%.
On a également recherché des répercussions sur la consommation et les habitudes. Et bien ces adolescents ont tendance à consommer plus de café, plus de thé, plus de soda énergisant. Vous les connaissez ces Red Bull. Attends, maman, achète-moi un Red Bull, j'ai beaucoup de devoirs ce soir, etc. Bon, il faut faire vraiment très attention parce que ça contient de la caféine, des produits excitants qui peuvent perturber le sommeil. Et bien très jeune, ils commencent le tabac, le cannabis et même l'alcool qu'on a retrouvé au niveau de notre étude. Et ceci a bien sûr, ce manque de sommeil va avoir également des conséquences physiques et cognitives que vont rapporter plus de 70% des jeunes adolescents. Et ils vont te dire, je n'ai pas d'énergie, j'ai des troubles de la concentration, j'ai du mal à réfléchir, j'arrive pas à apprendre, etc., etc. Donc vraiment des troubles quand même assez importants cognitifs. Il y a également des conséquences psychologiques qu'on va retrouver chez plus de tiers des adolescents. Et il rapportera une tristesse, il rapportera rien ne m'intéresse, des troubles de l'humeur. Et il va jusqu'à dire, eh ben, au fond, quand c'est comme ça, j'ai envie de mourir. Ça va loin. Et là, il y en a quand même pas mal de ces adolescents qui ont rapporté cet argument. Eh ben, une étude a été faite, elle a été publiée aux États-Unis en 2014, pour dire est-ce qu'effectivement il y avait un rapport entre le manque de sommeil et le suicide. Oui, eh ben, c'était une association assez importante, c'était un facteur de risque très important, le fait qu'un enfant ne dorme pas suffisamment, il y avait un risque de suicide, même si l'enfant ne faisait pas de dépression. Quelle est cette nouvelle classification de l'insomnie qui est sortie, qui a été publiée en 2014? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle classification? Elle nous dit qu'il y a des insomnies chroniques, et puis il y a des insomnies de courte durée, et puis il y a toutes les autres insomnies qui ne sont ni courtes ni longues, et où on va classer un petit peu tout ce qui nous reste. Parmi les insomnies chroniques, il y a la psychophysiologique, l'idiopathique, la paradoxale, la mauvaise hygiène, le comportemental et les insomnies comorbides. Chez l'adolescent, il n'y a pas que ça. Par exemple, la psychophysiologique, elle n'existe pas particulièrement. Celle qu'on va voir, c'est l'idiopathique. Alors, c'est quoi cette idiopathie? C'est une insomnie qui débute pendant l'enfance, où il n'y a absolument aucune autre pathologie, il n'y a que la notion de transmission génétique, c'est-à-dire vous allez retrouver ça à peu près dans la famille. La prise en charge est extrêmement difficile. Donc vous avez heureusement qu'elle est extrêmement rare. J'ai commencé avec, pas parce qu'elle est importante, mais uniquement parce que dans la classification, elle vient en début. Mais elle est très rare. Heureusement d'ailleurs, parce que la prise en charge est vraiment horrible. Ensuite, il y a la paradoxale. L'insomnie paradoxale, c'est quoi? C'est une mauvaise perception du sommeil. C'est un adolescent qui vient, qui se réveille le matin en se plaignant, je ne dors pas, je n'ai pas dormi. Mais au fait, comme il n'y a aucune répercussion pendant la journée, comme c'est un enfant qui va à l'école, qui travaille, qui a de bons résultats scolaires, etc., on se demande est-ce qu'il ne perçoit pas mal plutôt sa façon de dormir. C'est ce qu'on appelle l'insomnie paradoxale. C'est un des rares cas où on fait une polysomnographie pour prouver à l'enfant et aux parents qu'au fait il fait une bonne nuit de sommeil et que c'est uniquement qu'il sous-estime son sommeil. Ensuite, il y a la mauvaise hygiène du sommeil. Et là, on pourra s'attarder parce que je pense que c'est une des causes les plus importantes de l'insomnie. Alors, ce sont toutes les mauvaises habitudes qui sont sous contrôle de l'individu. On a vu que les enfants ont commencé à prendre des excitants alimentaires. Je ne vais pas dire de nom, mais vous savez, le café, les colas, tous les produits énergisants, la vitamine C, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles aux oranges ou mandarines le soir avant de dormir. Puis il y a les excitants comportementaux. Alors là, c'est des enfants qui terminent leur devoir vers 8h30, 9h, et les parents leur disent bon, écoutez, maintenant il faut que tu fasses un peu d'éducation physique et tout. Alors tout ce qui est éducation, tout ce qui est sport, assez brutal, qui fait chauffer la température du corps, ou tout ce qui est dîner en retard, qui fait également lever la température du corps, va empêcher l'endormissement. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que pour que l'endormissement s'installe, il faut que l'organisme baisse de température. Donc cette baisse de température, il faut qu'on la laisse venir. À chaque fois qu'on chauffe le corps, eh ben, le sommeil ne vient pas. La notion de je prends un bain très chaud pour me détendre et aller dormir est une notion qui n'est pas très juste. D'accord? On peut prendre un bain, mais il ne faut pas qu'il soit très chaud. Ensuite, il y a les éveils cognitifs et émotionnels. Eh ben, ce sont des enfants qui vont chatter,
avec leurs copains, qui vont aller chercher sur les Facebook, qu'est-ce qu'elle a fait telle copine, qu'est-ce qu'il a fait tel ami, ah ben tu vois, regarde la jolie robe qu'elle a, elle on lui change de robe tout le temps, et il se met en éveil cognitif. Il faut savoir que le cerveau, il a besoin d'1 heure de repos avant d'induire le sommeil. Le cerveau n'est pas un ordinateur sur lequel on pointe, on appuie, et on dit, allez hop, maintenant, tu dors. Il a besoin d'un certain temps, donc il ne faut pas le mettre en éveil cognitif, il ne faut pas le mettre en éveil émotionnel. Il faut vraiment le laisser tranquille. Il faut lui donner un rituel calme, une lecture tranquille, une musique tranquille, de telle sorte à ce qu'il puisse se mettre au repos et pouvoir induire le sommeil. Et puis il y a les facteurs de bruit, lumière, température, etc., qui peuvent effectivement être présenter un mauvais environnement au niveau de la chambre et empêcher le sommeil, donc d'être induit. Alors, vous le savez, combien de fois les parents, ils disent aux enfants, bon, maintenant c'est l'heure de dormir, je dis les enfants, mais les adolescents, ça peut être la même chose, mais entre-temps, il y a beaucoup de bruit à la maison, il y a la télévision à l'état fond, les lumières sont tous allumées, et là, l'adolescent ne trouvera pas facilement son sommeil, même quand il se dit, il faut que je dorme. Et puis, il faut quand même penser à la mauvaise étrie, parce que là, une étude a été faite, et effectivement, quand il y a une mauvaise étrie, on ne trouve pas facilement le sommeil. Donc, si on reprend les éléments de l'hygiène du sommeil, eh ben, on va parler des heures de coucher et de réveil qui doivent être absolument réguliers. Pourquoi? Parce qu'ils sont commandés par une horloge biologique qui se trouve vraiment au niveau du cerveau et que cette horloge biologique, elle a besoin d'être régulière. Pour avoir un sommeil vraiment non perturbé, impeccable, régulier, il faut avoir des heures régulières de coucher et de lever. Alors, et puis il y a ce rituel d'endormissement dont je vous ai parlé qui est extrêmement important. La chambre à coucher, on en a parlé, doit être silencieuse, etc. Les repas, pas d'aliments difficiles à digérer et 1 à 2 heures avant le coucher, je vous l'ai dit, parce qu'il ne faut pas que l'organisme, sa température soit élevée, il faut le temps que la digestion se termine. Il ne faut pas prendre de stimulants, on en a parlé tout à l'heure. Les activités, il ne doit pas y avoir d'activités excitantes, ni par rapport à l'organisme, ni par rapport au cerveau, ni par rapport à l'émotionnel. Et puis, les appareils électroniques doivent être bannis de la chambre à coucher et les siestes. Alors ça, c'est important, les siestes. Parce que combien de fois, par exemple, un adolescent, il sort du lycée, il n'a pas classe l'après-midi, 2 après-midi où il n'a pas classe, il va te faire une sieste jusqu'à 5h, 6h d'après-midi. Est-ce que cet adolescent va retrouver un sommeil en début de nuit? Très difficilement. Donc, du coup, il va perturber. Il faut faire très attention. Les siestes sont intéressantes, oui, mais elles doivent être bien codifiées. Il est autorisé à dormir 20 minutes. 20 minutes entre 1h30 et 2h, ou entre 1h et 1h30. C'est tout ce qu'il est autorisé à faire. Au-delà, il ne faut pas dormir. Sur une durée plus longue, vraiment, ce n'est pas intéressant. Je parle aussi bien le week-end que pendant la semaine. Et si on dit non, laisse-le rattraper, au fait, ce n'est pas vrai, parce qu'il va perturber la nuit, son cycle du soir. Ce qui serait intéressant, plutôt, c'est de faire des courtes siestes de rattrapage, mais pas de longues qui vont perturber sa nuit de sommeil. Maintenant, on va voir les insomnies comportementales de l'enfant. Elles sont assez particulières, mais c'est généralement un mauvais apprentissage du sommeil ou carrément l'absence de limite qui a été établie par les parents dès le plus jeune âge. Alors, à partir de 2 ans, l'enfant veut imposer sa personnalité. Et la première des choses avec laquelle il va commencer, c'est dire à ses parents, non, je ne veux pas aller me mettre au lit. Ou là, quand on le met dans sa chambre, on va faire, ah, jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Et ainsi de suite. C'est sa façon à lui de s'imposer. Et la première des causes de l'insomnie des enfants entre 2 ans et 5 ans, c'est vraiment un manque de limite par rapport à ses parents. Et ça, il faut éduquer les parents et non pas l'enfant. Donc, il faut vraiment établir dès le plus jeune âge, et ça, il faut que les parents comprennent ça. Mais il y a également le mauvais conditionnement à l'endormissement. Je connais une maman qui te dit, moi, ma petite, elle a 6 mois, mais si je ne la balade pas dans la voiture pendant un quart d'heure pour qu'elle s'endorme, eh ben, elle ne va pas pouvoir, jamais elle s'endormira. D'accord, elle a 6 mois maintenant. Mais après, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 6 ans, à peut-être un jour tomber ça tout longtemps. Donc il faut que vraiment les parents initient leurs enfants à des rituels très simples, de telle sorte à ce que quand ils les mettent au lit, ils n'aient pas besoin de grand-chose pour pouvoir s'endormir. Alors, les insomnies comorbides, je pense que c'est le plus gros chapitre. On ne parle plus, c'est ça ce qu'il faut quand même savoir par rapport à cette nouvelle classification, c'est qu'il n'existe plus, alors elle est tout à fait récente puisqu'elle a été publiée en 2014, on ne parle plus d'insomnie primaire, on ne parle plus d'insomnie
insomnie secondaire, on parle d'insomnie comorbide. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que quand il y avait une insomnie associée à une autre pathologie, eh ben, qu'il fallait traiter la pathologie, mais que parallèlement, l'insomnie doit être prise en charge et traitée également. Donc, nous ne parlons plus de primaire secondaire, c'est fini, on parle de comorbide. Insomnie comorbide, soit à une maladie mentale, soit à une prise de médicaments, soit à une maladie organique, etc. Nous, on parle uniquement de comorbidité. Alors ça, c'est une étude qui a été... donc l'insomnie était retrouvée chez 45% de ces adolescents, ce qui était un chiffre quand même assez important. On a parlé également de l'insomnie et l'asthme. Et ben, en Australie, cette étude publiée en 2013 a montré que des adolescents qui étaient asthmatiques faisaient plus de troubles de sommeil que ceux qui ne l'étaient pas. Et une autre, elle a montré que plus l'asthme était important, plus l'insomnie était importante, et plus la somnolence pendant la journée était importante. Les troubles neurologiques, alors là c'est quand même assez grave, parce qu'ils te disent que, publié à Seattle en 2013, et ils te disent que plus l'enfant allait dormir peu, et plus il y avait des risques de maladies cérébrovasculaires, et qu'il y avait plus de risques de dégénérescence neurologique. Donc, il faut faire attention par rapport à la quantité, la qualité du sommeil de l'adolescent. Maintenant, on passe à la dépression. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment l'association qu'on connaît le plus. Insomnie, dépression. Et cette étude publiée donc, à Amsterdam en 2013, elle a essayé de voir la qualité du sommeil en rapport avec par rapport à la dépression. Ils se sont rendus compte que ils ont pris deux groupes, pardon, et ils se sont dit le premier groupe, on va le traiter médicalement, un groupe en dépression. Le premier groupe, on va le traiter médicalement. Le deuxième groupe, on va le traiter uniquement avec l'hygiène du sommeil. Ils se sont rendus compte que le groupe qui traitait avec l'hygiène du sommeil, c'est-à-dire quand il leur permettait de dormir plus, réagissait plus rapidement, sortait plus rapidement de leur dépression que ceux qui étaient sous thérapeutique, sous traitement. Et vice-versa, alors quand ils ont essayé de comprendre, et ça c'est publié en 2015, parce que ça c'est quelque chose qui tout le temps entre psychiatres, somnologues, a attisé les discussions et a animé donc les discussions. Qui a commencé? Est-ce que c'est l'insomnie qui a commencé et qui a entraîné une dépression, ou est-ce que c'est la dépression qui est venue s'installer et qui a, elle, engendré l'insomnie? Eh ben, ils ont essayé de retrouver les éléments qui étaient en rapport avec l'un et l'autre, et qui a commencé quoi? Ils n'ont pas au fait trouvé, l'étude n'a pas été concluante, mais une chose est certaine, c'est qu'un enfant qui a un rythme circadien régulier fera moins de dépression qu'un enfant qui a un rythme circadien complètement irrégulier. Alors je m'arrête au rythme circadien pour vous dire que la notion de chronobiologie est une notion tout à fait récente. C'est une notion qui implique non seulement le sommeil, mais les heures de repas, les heures de repos, et un enfant a besoin d'avoir un rythme régulier quant à ses repas, quant à son sommeil, quant à son repos. D'accord? C'est extrêmement important. Donc, comme on l'a dit, ceux qui ont des troubles circadiens feront plus de dépression que les autres. Alors, très rapidement, quels sont les autres troubles du sommeil qui induisent une insomnie et qui sont, au fait, les diagnostics différentiels de l'insomnie? Il y a d'abord le syndrome de retard de phase de sommeil chez l'adolescent. C'est quoi? C'est un sommeil qui ne va venir qu'après 2 heures du matin. Ça a dit Chantal bien à dire. Les adolescents qui dorment après 2 heures du matin, à la limite, on se demande est-ce que c'est pas un sommeil normal? Mais au fait, après 2 heures du matin, quand l'enfant, si on le laisse spontanément dormir, il ne va se réveiller que vers 11 heures, d'accord? Et que ce rythme-là, on le retrouvera pendant le week-end et les vacances, et qu'il fait ça depuis au moins 6 mois, eh ben on peut dire que c'est un retard de phase de sommeil qui est une pathologie du sommeil, d'accord, et qui est en diagnostic différentiel avec l'insomnie. C'est-à-dire que si on lui donne son temps de sommeil, il va faire ses 9 heures, ses 8-9 heures. Mais, comme c'est un adolescent qui a du retard, donc il va dormir un peu tard, et il va être obligé de se réveiller tôt pour aller à son lycée, et il va se retrouver constamment en dette de sommeil avec toutes les conséquences et les retentissements que l'on connaît. D'accord? Dans l'étude qu'on a réalisée, je la reprends sur 266 jeunes, et ben on s'est rendu compte qu'il y avait une prévalence de 4,5% de ce retard de phase de sommeil.
ce qui n'est pas négligeable. Alors, le traitement pour le retard de phase de sommeil, c'est la chronothérapie, c'est-à-dire qu'on exige de l'enfant à se mettre sur un rythme. C'est un petit peu compliqué, mais je vais vous en parler. On va lui dire de retarder son sommeil de 3 heures chaque jour, donc il dort à 2 heures. Le lendemain, il va dormir à 5 heures, puis le lendemain à 8 heures du matin, et ainsi de suite, de 3 heures à 3 heures à 3 heures, jusqu'à ce qu'il arrive à l'heure qui nous intéresse nous, et on va lui dire d'essayer de maintenir ce rythme-là. Il y a également la luminothérapie, il y a des lunettes maintenant intelligentes qui en même temps réveillent l'adolescent et en même temps lui projettent une lumière pour essayer de sécréter cette mélatonine, pour le réveiller le matin, et on va essayer de le maintenir pendant toute la journée en éveil, de telle sorte à ce que quand on arrive à 10 heures du soir, on puisse avoir une proportion de sommeil, le sommeil pour qu'on puisse obtenir donc un rythme régulier. Bien sûr, il y a la pharmacothérapie, en particulier la mélatonine qui est une hormone, qui est l'hormone de sommeil, et tout ça, il faut renforcer donc l'hygiène de sommeil qui est extrêmement importante. Et puis il y a le syndrome de jambes sans repos chez l'adolescent qui existe, on le connaît chez l'adulte, mais chez l'adolescent, on se posait la question, est-ce qu'effectivement même l'adolescent, ça existe chez lui ou pas? Eh ben, je vous rapporterai l'histoire très rapidement d'un fils d'un ami anesthésiste qui avait de gros problèmes, de gros soucis de scolarité et qui ne dormait pas très bien, etc. Et quand il m'a demandé de le voir, j'ai fait donc l'interrogatoire. Alors le syndrome, il faut savoir que le diagnostic est clinique. J'ai également demandé un bilan, il se trouvait qu'il avait une ferritinémie extrêmement basse. Dès qu'on a traité, le sommeil est rentré dans l'ordre et les résultats scolaires, bien sûr, ils ont été beaucoup plus probants. Donc là, cette étude qui a été réalisée en Arizona en 2014, elle a montré que la prévalence du syndrome de jambes sans repos chez l'adolescent était à peu près à la même que celle de l'adulte. Le diagnostic, comme je vous ai dit, est un diagnostic clinique. C'est des sensations désagréables, sorte de paresthésie au niveau des jambes, survient surtout au repos. Ils sont majorés le soir quand il se met dans le lit, vraiment ça le dérange au plus haut point, et qui l'oblige à se lever, à bouger pour faire passer ces sensations désagréables. L'examen clinique est strictement normal, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce diagnostic très souvent s'accompagne d'une insomnie. Alors, on a également fait une étude qui a été publiée en Corée en 2014 sur la prévalence du syndrome de jambes sans repos, et on s'est rendu compte que 42% des adolescents qui faisaient ce syndrome de jambes sans repos avaient un syndrome d'hyperactivité associé. Puis, il y a le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Je vais en parler très brièvement. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est un collapsus qui se fait au niveau des voies aériennes supérieures et qui fait que la personne, au moment de son sommeil, tous les muscles se relâchent, le collapsus est beaucoup plus important, il y a un arrêt du débit respiratoire avec une hypoxie qui se fait au niveau de l'organisme, puis à nouveau, il y a un réveil qui se fait pour reprendre la respiration. Alors, le problème du syndrome d'apnée du sommeil, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est des phases d'hypoxie, des phases de micro-éveil, et vous imaginez à quel point ce sommeil va être perturbé. Donc, l'enfant peut dormir l'adolescent peut dormir pendant 8 heures, peut même dormir pendant 9 heures, mais au total, il n'aura pas dormi grand-chose parce que la qualité de son sommeil est extrêmement perturbée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au total par rapport aux recommandations? C'est que les troubles de sommeil, le plus fréquent chez l'adolescent, c'est l'insomnie, d'accord? C'est un symptôme qui est subjectif, et c'est certainement pas l'adolescent qui va venir nous rapporter. Il est bien heureux de rester éveillé dans son lit avec son téléphone, son ordinateur ou sa tablette. C'est pas lui qui va venir rapporter contrairement à l'adulte. Donc, les parents, ils doivent apprendre à leurs enfants, et ça dès le plus jeune âge, à respecter le sommeil, d'accord? Au même titre que l'alimentation, la propreté. Comme on leur apprend, tu dois te brosser les dents avant d'aller plus loin, et bien le sommeil est extrêmement important. Il faut que tu aies des heures de sommeil, il faut que tu puisses dormir. Ce n'est pas de la perte de temps, c'est avec ça que tu peux réussir après, c'est avec ça que tu vas récupérer, etc. Ils doivent être à l'écoute des adolescents pour leur permettre bien sûr non seulement de s'épanouir, mais également pour surveiller leurs habitudes de sommeil et leurs habitudes de vie, parce qu'on a vu, il y a un retentissement. S'ils voient que l'adolescent commence à prendre du café à 2 heures de l'après-midi, à midi, etc., c'est qu'il a besoin de se réveiller. Pourquoi il a besoin de se réveiller? C'est parce
qu'ils somnolent. Donc derrière, la quantité de sommeil n'était pas suffisante. Et les parents doivent surveiller les changements des résultats scolaires, le changement d'habitude de consommation, l'apparition de dépression qui peuvent et doivent alerter les parents et les amener à consulter. Le médecin généraliste est au premier plan à mon sens, à mes yeux. D'accord? Il doit lui évaluer et prendre en charge la pathologie de l'insomnie chez l'adolescent parce que l'impact est extrêmement important. L'hygiène du sommeil, à mes yeux, reste vraiment la clé de prévention et du traitement de l'insomnie. Que ce soit les parents, les éducateurs et les enfants, ils doivent tous comprendre l'intérêt du sommeil et mettre en place, éventuellement, si on pouvait faire, un programme de sensibilisation pour expliquer à quel point le sommeil était important. Je vous remercie. S'il y a des petites interventions de la salle, deux petites interventions avant de partir, parce que de son côté, il y a une deuxième présentation à 16h. S'il y a quelqu'un, c'est cette intervention. Est-ce que vous avez des questions? J'ai bien dit. Le bon sommeil, la qualité du sommeil est en rapport avec une bonne concentration de mélatonine. Mais j'arrive pas à comprendre comment des lunettes émettant des lumières spécifiques, parce que la mélatonine elle est sécrétée en obscurité. Alors, je pense. Non, la lumière elle est sécrétée en rapport avec la luminosité. Alors, mais elle n'est lâchée dans l'organisme que dans l'obscurité. C'est-à-dire que quand on a de la lumière dans les yeux, c'est là où les glandes pinéales vont commencer à sécréter la mélatonine, la sécréter, elle la stocke. Elle sécrète, elle stocke, elle stocke. Et plus il y a de lumière, et plus la sécrétion est importante. Mais, donc c'est le contraire. Non. La mélatonine, elle est sécrétée en obscurité, non? Elle est sécrétée. D'après mes connaissances, on dit que lorsqu'on met des enfants au sommeil avec une petite lumière dans la chambre, c'est pas bien pour la sécrétion de la mélatonine. Là, alors, il y a deux, donc il y a la deux lumière phases. est anti-mélatonine, non? Chez le docteur Chbabi, il y a deux phases. Il y a la phase de la sécrétion par les glandes du cerveau, de la mélatonine. Mais entre-temps, elle n'est pas libérée dans l'organisme. Elle est sécrétée et stockée. Quand est-ce qu'elle sera libérée dans l'organisme? C'est quand on sera dans le noir. Pendant la journée, elle est sécrétée, elle reste en stockage. Et dès que la nuit tombe, eh ben, ce stockage est tout de suite libéré au niveau de l'organisme, du cerveau, etc. Donc voilà, c'est une nuance. C'est une nuance. C'est-à-dire entre, disons, la sécrétion-excrétion, ou là, c'est comme vous voulez. Mais la mélatonine, la particularité, c'est justement la luminosité qui vient. Il a fait sécréter. Ah oui. Oui, ça oui. S'il vous plaît, vous avez parlé comme quoi il faut éviter les efforts le soir. Oui. Mais je crois, l'expérience dit le contraire. Quelle expérience? La vôtre ou la mienne? La mienne. Ah, la vôtre. C'est-à-dire que... Non, oui. Quand on fait, c'est-à-dire un sport léger, oui, ça peut donc aider le corps à se reposer. Tout à fait. Alors, un sport, vous l'avez bien dit, léger. Une douche de température moyenne. Vous l'avez dit. Mais un sport léger, il va donc donner de la chaleur au corps. Alors, oui, mais ce n'est pas. Non, il y a des sports qui vraiment où tu transpires, où tu chauffes, même à l'intérieur. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Parmi les éléments qui induisent le sommeil, c'est une élévation du taux de mélatonine dans le sang, dans l'organisme, c'est une baisse de la cortisolémie et c'est une baisse de la température corporelle. Ce sont les paramètres d'ailleurs avec lesquels on mesure l'induction du sommeil. Donc l'organisme baisse de sa température au moment d'induction du sommeil. Maintenant, vous allez me dire une chose. Bon, ça c'est de façon générale, que ce soit vous, l'autre, mais il y a des gens qui me disent, par exemple, vous me parlez de caféine et de l'hygiène alimentaire. Mais moi, je prends mon bled d'étel avant d'aller me mettre au lit, je le bois et je dors. Alors là, je vous dis effectivement, parce que les récepteurs que vous avez, vous,
sont des récepteurs particuliers. Il y a des gens qui mangent une demi-mandarine, ils ne peuvent pas dormir. La vitamine C d'une demi-mandarine les empêchera de dormir parce que leurs récepteurs sont comme ça. D'accord? Et je vous ajouterai autre chose. Je vous ajouterai qu'il y a des gens qui disent « je prends un café, je vais dormir ». Ces gens-là, effectivement, vont aller dormir, mais vont se réveiller à 4 heures du matin avec les yeux bien ouverts. Ils ont l'impression que le café n'a pas fait son action, mais au fait, le café ne fait pas une action dans les 5 minutes, il fait une action dans les 20 minutes qui suivent, et le temps, lui, qui s'endorme, eh ben, il a fait son cycle de sommeil, mais quand il va se réveiller, il va rester réveillé pour de bon. Donc, c'est juste des nuances à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci de nous appeler, on est en retard. D'accord. Merci.